d'une est politique une boîte générale. à outils. Le bureau de stratégie est une boîte à outils. Comment? Il est dans chaque ministère pour aider à élaborer des programmes de planification. C'est une ramification du ministère du plan. Comme tout programme, au niveau de chaque ministère, il faut des spécialistes pour élaborer des projets, des programmes qui sont en rapport avec les exigences des bailleurs de fonds. Parce que pourquoi on dit la Guinée n'accède pas aux fonds, on dit qu'il ne monte pas un projet bancable. Donc le bureau de stratégie est là pour ça. C'est pour réellement étudier les exigences du fonds. Alors pourquoi elle existe s'il ne peut pas monter un projet bancal? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Non mais écoutez, les bailleurs aussi, la Guinée par exemple perd le MCC uniquement sur la question des droits de l'homme. Souvent les pays font des efforts structurels. Ils font des décrets, créent des structures, imposent même. Ils savent que, je vous cite par exemple les projets Chalco, Evergreen, Kimbo, SBG, sont alignés sur les normes de la SFI, qui sont des projets miniers en Guinée. Les pays comme les nôtres, le législateur quand même a eu l'intelligence de pouvoir conditionner ces conventions-là à des normes internationales. C'est pourquoi en levant les fonds, ils sont obligés même, sans même notre surveillance, ils savent que les moyens pour la Guinée, que ce soit les moyens de coercition, que ce soit les moyens de contrôle, M. Gallo parlait tout de suite, le manque d'un laboratoire pose problème, tant dans le domaine de l'environnement que dans le domaine minier. Si nous n'avons pas de laboratoire, les échantillons, ceux qui nous disent que c'est les résultats qu'on nous présente, c'est ce que nous prenons. C'est un défi aujourd'hui pour l'État guinéen de pouvoir se doter d'un laboratoire de référence. Il faut 2 ans pour le construire. Si c'est la volonté hier, on peut le faire. Mais cela constitue vraiment une source de beaucoup de déperdition de fonds pour l'État guinéen. Est-ce qu'on ne peut pas sous-entendre à un certain niveau plus élevé d'une certaine incompréhension qui existerait? Je le dis encore, est-ce qu'on ne peut pas Emmanuel, on est avec toi. Alors, M. Diallo, rapidement avec vous. Aujourd'hui, est-ce que le contrôle environnemental est effectif en Guinée? Parce qu'on voit quand même dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'installation des industries, des entreprises ou tout ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai contrôle environnemental en Guinée pour tous ces domaines quand on veut s'installer au pays? Ça ne peut pas y avoir aujourd'hui en République de Guinée faute de compétences. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, effectivement. Et comment ça n'existe pas? Ça n'existe pas parce qu'il y a faute de compétences. Lorsque vous regardez le ministère de l'Environnement, qui est chargé de piloter ces contrôles environnementaux, il se fait à travers différents services. Les différents services qui sont impliqués dans ces contrôles, principalement, il s'agit de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. Et il y a les laboratoires d'analyse environnementale qui l'accompagnent. Il y a la direction de la pollution, des nuisances et de la lutte contre les changements climatiques. Il y a le service de la surveillance environnementale. Il y a la surveillance environnementale maritime. Donc, tous ces services, lorsque vous les réunissez, vous vous retrouvez dans un package. Mais, comme vous le savez bien, c'est une chose de mettre en place ces institutions. C'est une chose de former et de renforcer la capacité des personnes qui les animent. J'aime souvent dire, en matière de droit, qu'une institution ne vaut que ce que vaut les personnes qui l'animent. Donc, lorsque vous prenez ces différents services, vous vous retrouvez aujourd'hui avec un manque de compétences notoires à tous les niveaux. En matière de contrôle environnemental, il est important de savoir, comme vous venez de dire, le contrôle environnemental je vais dire, d'un projet énergétique n'est pas de la même manière que le contrôle environnemental d'un projet agricole. Ce n'est pas la même chose que le contrôle environnemental d'un projet d'infrastructure, de construction par exemple d'hôtellerie ou d'aménagement des territoires. Ces éléments-là, il faut les connaître, il faut les comprendre et il faut savoir comment on peut planifier cette activité, comment on doit le faire. Et au-delà, je vous ai dit, la logique voudrait bien qu'au niveau de chaque service, au niveau de chaque département ministériel, qu'il y ait un service environnement qui prend en compte les choses. Aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir contrôler les activités énergétiques lorsque vous n'avez pas de spécialistes en énergie au sein de l'agence de contrôle, l'agence d'évaluation et de contrôle environnemental. Il est difficile de contrôler les projets agricoles, donc de telle sorte que quelque part, on les met tous dans un package et il n'y a que quelques spécialistes qui sont dans la boîte. L'essentiel de ceux qui sont aujourd'hui en train d'animer ces services sont soit des débutants, soit des transfuges
qui sont venus d'autres services pour se retrouver là, simplement parce qu'il y a des missions. Et au-delà, pour pouvoir faire ces contrôles-là, on a besoin... Mais est-ce que c'est par défaut de présence de spécialistes ou de contournement pour ne pas qu'on puisse voir effectivement clair dans les choses? On revient tout à l'heure, tout compte fait, on va aller en pause et on revient juste après cette réclame publicitaire. Tout à l'heure. Chers auditeurs et téléspectateurs, vous faites bien de nous retrouver au compte de la deuxième partie de ce deuxième numéro de votre émission. Ce qu'il fallait démontrer. De passage, on veut simplement rappeler que l'on a suivi très récemment avec vous une présentation de bilan d'actions menées sur l'année CNRD par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée, où le bilan constitué de construction, rénovation des bâtiments et autres, pendant que nous parlons de l'environnement et du développement durable, d'autres actions, plus de 5 millions d'euros mise à disposition pour l'amélioration de la forêt de Ziama. On aura le temps d'évoquer toutes ces questions. Sans transition, on était avec vous, Monsieur Ibrahim Diallo, sur la question liée au contrôle qui existerait, des contrôles de qualité pour permettre aux différentes sociétés de pouvoir s'installer en République de Guinée. Vous nous rappelez qu'il n'y avait pas de spécialistes. La question que je posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas de spécialistes où on ferme la bouche des gens avec de l'argent? Il est important que je vous dise que en 2000, constatant le manque de contrôle environnemental en 2020, on a mis en place un guide. Il a été dit, vous lisez ici, j'ai participé moi à l'élaboration avec un cabinet allemand, Project Consult, pour l'élaboration d'un guide de contrôle environnemental sur le financement des EIZ. Mais pendant ce travail, nous avons constaté qu'il est très difficile de parler de ces contrôles environnementaux lorsque les personnes qui doivent faire ces contrôles environnementaux ne maîtrisent même pas d'abord les notions environnementales, à plus forte raison de parler des outils qu'ils doivent utiliser. Donc, il a été conseillé de continuer à former les gens sur ces questions environnementales. Mais tout cela, comme vous le savez bien, doivent être accompagnés par un leadership conséquent. Lorsque vous avez un tel ministère aussi stratégique, aussi en positionnement, aussi en activité, il est important de se dire que les services qui doivent assurer ces contrôles, comme l'agence guinéenne d'évaluation environnementale, ça doit être un service qui est dirigé de conséquence par des experts, par de l'expertise, et aussi contrôlé et accompagné par de l'expertise. Et c'est ce qui manque à ce niveau-là. Il y a peu d'experts. Et au-delà de cette expertise, il y a encore la question de la gouvernance, de la gestion de ces différents éléments. Par exemple, lorsque vous prenez le fonctionnement du ministère de l'Environnement face au ministère des Mines dans le cadre de ces travaux, vous regardez le fonctionnement du ministère de l'Environnement face au ministère de l'Énergie ou bien face au ministère des Travaux Publics, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement problème. Parce que ceux qui doivent aller vers ces institutions pour les convaincre de les accompagner dans le cadre du contrôle ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il y a ces problèmes-là. C'est pourquoi le bilan, lorsque vous voulez faire le bilan du contrôle environnemental de l'année, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Et même le peu de contrôle qu'on faisait au temps du PACSEM, qui nous permettait sur les 21 sociétés minières en exploitation de pouvoir contrôler 6 à 10, aujourd'hui on n'en contrôle rien. Cette année, il n'y a eu aucun contrôle. Vous avez vu la visite qu'on a eue à Fria. On est parti voir la situation de Fria. On a dépeint la situation. Et puis, quelles conséquences? Qu'est-ce qui a été pris par le ministère? Quelle décision? Absolument rien. Sur aujourd'hui, l'impact de la société CBK de Kindia sur les eaux de Yesoulou de la SEG, rien n'est entrepris par le ministère de l'Environnement pour arbitrer entre ces différents ministères afin de savoir qu'est-ce qu'il faut donner en termes d'eau potable à la population guinéenne. Donc, tant de questions, tant de choses. Il semblerait que le ministère puisse faire en sorte de laisser aller dans le processus de la mise en œuvre normalement de la politique. Monsieur Camara, voilà. Il faut rappeler que normalement, le ministère a bénéficié d'un financement, d'un accompagnement du Fonds de l'environnement mondial à hauteur de
308 $8 000 et quelques, presque 3 milliards de francs pour l'élaboration du plan national. Mais où en est-on et comment ça se fait avec cette élaboration-là? Oui, comme je disais tantôt, les fonds des Nations Unies pour nos pays sont là. Mais le problème se pose où? Ces pays-là, le décaissement aussi répond à beaucoup de politiques. C'est que les pays comme les nôtres, on nous exige assez de choses qui ne sont pas techniques, qui sont d'ordre politique pour le décaissement. Mais je souhaiterais que le ministère se concentre un peu sur les normes. Parce que quand on dit la norme SFI, la norme Banque mondiale, le ministère n'a qu'à inviter toutes ces entreprises-là à s'aligner, c'est-à-dire à avoir une certification. Vous n'avez pas fait leur travail à leur place. Non, mais c'est avoir une certification. Non, attends, Christian. Non, désolé, vous ne ferez pas le travail du ministère. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, ça, c'est le travail du ministère. La question que je pose, c'est pourquoi le ministère ne le fait pas? S'ils ne le font pas, c'est qu'il peut y avoir Par exemple, pour Roussal, c'est une raison politique. Comment c'est une raison politique? Roussal est une... Non, Roussal, vous savez non, de quelle manière Roussal a repris les activités de Fria. Roussal a fait un chantage au gouvernement guinéen. Parce que Fria, une ville martyre, oui. Fria, ville martyre. Lorsque les Russes se sont désengagés de l'usine, les Russes ne voulaient plus de... Le gouvernement guinéen entend à rechercher un preneur pour l'usine. Ils ne l'ont pas trouvé, puisqu'à l'international, les grands groupes même ont verrouillé. Et pour revenir, les Russes ont conditionné leur retour, par exemple, à la révision de la Convention Diangian de 2001. Ouais. C'est dans ça, la partie concernant la raffinerie a sauté. Pour qu'ils puissent revenir. Donc vous voyez, et vous avez vu, même Roussal, sur son corridor, parce que Alport doit passer dessous pour aménager, pour l'agrandissement du port. Le projet d'extension du port, la contournante, doit passer sous les rails. Ils ont dit, ils ont l'exclusivité sur le corridor. 3 ans. Ce n'est que maintenant, ça a été débloqué. Bien sûr. Donc, il y a des normes. Aussi, pour une société aussi grande que celle-ci. Et en politique, c'est une entreprise qui est russe. Donc, l'État guinéen a quelque part besoin d'eux ailleurs. Donc, en négociant, tu laisses une partie, tu récupères de l'autre côté. Ça, c'est pour Roussal, pour dire que des phénomènes, des épiphénomènes peuvent intervenir lors des négociations. Mais pour que la certification ISO est une identité et marketing pour l'entreprise, pour dire que cette entreprise respecte les normes environnementales et sociales. CBG CBG s'enorgueillit de ça. Et quand une entreprise comme ça qui détient cela va sur les marchés internationaux, il lui est plus facile de lever les capitaux. Les autres, n'ayant pas cette certification, on leur dit que ce sont des sociétés fantômes. Donc, qui ne respectent pas, c'est ça par exemple, mais qui sont quand même ces normes ISO, par exemple, en République de Guinée. Voilà, qui diffèrent. Les entreprises chinoises, par exemple, pour elles, ça diffère totalement de ces normes ISO-là. Donc, le gouvernement guinéen doit pouvoir demander parce qu'on parle des miniers, mais il y a aussi des entreprises industrielles. Les rejets des industries, des différentes industries à la périphérie de Conakry, polluent également. Donc, toutes ces entreprises-là doivent être amenées à avoir une certification aux normes internationales. À partir de là, cette certification, le processus à enclencher va leur permettre maintenant de revoir tout leur process et nous allons avoir maintenant un environnement que l'on peut sauvegarder. De l'autre, je finissais par, à cause du charbon de bois, le GNL aujourd'hui est une réalité en Guinée par une société qui est basée à Kamsar. Le gouvernement a homologué le prix même du gaz pour amener le ménage guinéen à s'approprier beaucoup plus du gaz que du charbon de bois. Même si ce n'est pas respecté. Oui, ce n'est pas respecté parce que c'est une question de culture. Je rentre de Moria comme ça, en venant, je vois un peu combien de fois notre faune s'est dégradée, la flore s'est dégradée. Totalement. D'aucuns au profit des cultures, parce que l'agriculture aussi détruit la forêt pour avoir plus d'espace à cultiver. Mais de l'autre côté, ce sont carrément des coupes pour en faire du charbon, les cultures sur brûlis, etc. Tout cela, c'est une question de culture qu'il faut amener les ONG à sensibiliser les gens. Parce que le coût
pour l'État devient très grand à la fin. Parce que si ce que tu gagnes en argent, si tu dois le dépenser pour ta santé, ça pose problème. Ouais. Voilà, c'est pourquoi le choix économique pour ces sociétés-là et la préservation de l'environnement, ce sont deux questions que l'on met sur la balance. Qu'on met sur la balance, la véritable